Au cœur de l'intrigue du dernier Dan Brown, le symbole perdu, la franc-maçonnerie suscite depuis des siècles interrogations et fascination. Pour les uns, elle incarne un réseau occulte d'influence. Pour les autres, ses rituels flirtent avec les dérives sectaires. Pourtant, au-delà du statutaire, des préjugés, des théories conspirationnistes et des poignées de main codifiées, la réalité des loges maçonniques se révèle bien différente, en offrant chaque semaine aux quelques 180 000 Françaises et Français qui s'y retrouvent la possibilité de rencontrer la meilleure version d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous recevons Simon Giovannai, ancien grand maître du Grand Orient de France, qui vient nous parler de son propre chemin maçonnique. Voici son histoire. Bonjour Simon. Bonjour. Bienvenue sur Tempo Vita. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vrai plaisir parce qu'on revient après quelques mois de pause avec Laurent pour un nouvel épisode, je l'espère captivant pour notre audience. D'ailleurs, à vous qui nous suivez, un énorme merci pour votre fidélité. Petit à petit, à pas de fourmis, comme dirait Laurent, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça nous touche vraiment parce que, vous savez, dans cette jungle de podcasts et de vidéos où parfois les sujets se répètent, chaque abonnement, chaque like, chaque partage nous aide à continuer l'aventure. Alors n'hésitez pas, un petit clic, on s'abonne et on reste ensemble pour la suite. Alors Simon, la suite c'est maintenant pour nous. Tout le monde connaît la règle maintenant chez Tempo Vita. On veut connaître celui qui nous parle avant de savoir ce qu'il fait. Simon Giovannai, qui es-tu ? Un privilégié de la vie. Je suis né dans une famille d'ouvriers, pauvres. Ma mère était à 10 ans et demi, elle a quitté l'école communale pour rentrer en usine. Donc elle ne savait pas très bien lire ni très bien écrire. Mais mes parents m'ont appris le goût du travail bien fait et le courage. Et puis j'ai eu la chance, donc je suis un privilégié également, d'avoir pu bénéficier de l'école publique au temps où l'école publique nous permettait ce qu'on appelait l'ascenseur social. Donc on nous apprenait à lire, à écrire et à compter relativement correctement, ce qui nous a permis de monter petit à petit jusqu'à des études universitaires. Privilégié également parce que dans la vie de l'entreprise, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans plusieurs domaines très différents, toujours avec un caractère innovant. Et donc j'ai pris du plaisir à travailler 42 ans dans les entreprises, certaines que j'ai dirigées. Et puis depuis très longtemps, depuis aujourd'hui 48 ans, j'ai eu la chance de rentrer en maçonnerie, ce qui m'a permis de mieux comprendre le monde qui m'environnait et surtout les hommes qui occupent cette terre. Donc je suis un privilégié. Alors justement, la maçonnerie, pendant la préparation de cet entretien, Simon, il y a quelques jours, tu m'as dit plusieurs fois que tu tenais à dissocier les maçons de la maçonnerie, que la maçonnerie n'était pas un bloc uniforme, mais qu'au contraire, elle offrait un chemin unique pour chacun. Alors, pour commencer, si quelqu'un venait te voir en te demandant « Simon, qu'est-ce que la franc-maçonnerie ?» tu lui répondrais quoi ? Alors, si quelqu'un vient me voir, je lui demanderai quel est son problème, qu'est-ce qu'il cherche. Parce qu'effectivement, rentrer en maçonnerie, c'est relativement facile, beaucoup plus facile que ce qu'on veut bien le dire, parce qu'on parle des enquêtes, etc., etc. Mais en fait, on rentre plutôt facilement en maçonnerie. Rares sont ceux qui sont rejetés définitivement. Sur le plan statistique, j'ai aucune notion, mais il n'y a pas beaucoup qui sont rejetés. Mais l'important, c'est de diriger correctement et intelligemment la personne qui vient poser cette question, parce qu'il y a tellement de sortes de maçonnerie que c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la maçonnerie n'existe pas, il n'y a que les francs-maçons qui existent. Parce que la maçonnerie, elle est multiforme, autant multiforme que ce que peut être l'homme. L'homme qui a envie de rentrer, ou la femme qui a envie de rentrer en maçonnerie pour des raisons politiques, eh bien, il vaut mieux l'orienter dans des structures où on travaille sur le plan sociétal et sur le plan politique. Alors que la personne, si cette personne est intéressée par les relations professionnelles, eh bien, on peut l'orienter également.
Et puis, il y a des maçonneries qui s'occupent plus particulièrement de symbolique et même de recherche ésotérique. Eh bien, ça permet à tous et à chacun de trouver son chemin sans aucune difficulté. Alors toi, Simon, en 1999, tu deviens grand maître du Grand Orient de France. Pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir on va simplifier un petit peu, hein, tu nous excuses et tu peux nous corriger à tout moment, mais on va dire qu'il y a, pour simplifier, 5 grandes obédiences historiques en France, 5 grands courants, on va dire pour l'instant. Le Grand Orient, donc, dont tu étais le grand maître, la Grande Loge de France, la GLF, le droit humain, la Grande Loge nationale de France, la GLNF, et la Grande Loge féminine de France. Alors ces noms n'évoquent peut-être pas grand-chose pour ceux qui nous écoutent, évidemment. Donc j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous dresses une espèce de portrait robot de chacune de ces obédiences. Obédience, et on essaye d'affiner un petit peu la description pour ceux qui nous écoutent, obédience qu'on pourrait définir comme un regroupement de plusieurs loges, une loge étant un petit groupe de francs-maçons, 10, 20, 30 ou plus au niveau local. Alors ça, c'est notre lecture. Évidemment, je te dis, tu peux compléter à foison. Mais alors, on va commencer par celle que tu as dirigée à un temps, le Grand Orient de France. Est-ce que c'est juste de dire que c'est une obédience plutôt laïque, progressiste, plutôt marquée à gauche, et qui pourrait être définie comme peut-être la plus politico-affairiste des 5 obédiences dont je viens de te parler? Affairiste, non. Politico, certainement. Mais affairiste, non, ça n'est plus du tout depuis longtemps, non. Non, affairiste, certainement pas. J'ai eu la chance, effectivement, de diriger cette structure. Moi, j'ai du mal à appeler ça une obédience, hein. Mais pour moi, c'est d'abord le Grand Orient de France s'intitule Fédération de loges libres. Et donc ça, j'y tiens beaucoup parce que le caractère particulier du Grand Orient de France m'a toujours passionné et me passionne encore beaucoup parce que pour moi, c'est vraiment la structure obédientielle historique de la France. Mais elle a changé complètement de nature au fur et à mesure que le temps passe. Là, on est en train de voir le Grand Orient de France tel qu'il est par rapport à ce qu'il a été lors de la Troisième République. Au moment de la Troisième République, le Grand Orient de France était omnipotent. Et donc, effectivement, il était très impliqué sur le plan politique. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au sein de cette structure et les apports par rapport à qu'elle pourrait faire à la société, on peut plus mesurer cet apport. Donc, la structure nationale a une vie et les loges ont leur vie. Les loges, il peut y avoir au sein du Grand Orient de France, mais comme dans toutes les autres structures, des loges qui sont symbolistes, ésotéristes, d'autres très religieuses, avec des rites comme le rite écossais rectifié, qui est chrétien, très profondément chrétien, etc. etc. Est-ce qu'on peut parler du coup de loge quasi autonome? C'est ce que tu es en train de dire ou Oui, bien sûr. Le Grand Orient de France est la structure obédientielle qui respecte le plus les loges. Parmi toutes celles qui existent, la Grande Loge de France, des loges n'ont pas d'existence administrative et juridique. Alors que le Grand Orient de France, les loges sont véritablement autonomes. Alors, la Grande Loge de France, justement, tu viens d'en parler. De ce que je comprends, elle est décrite un petit peu comme un petit peu plus spirituelle, voire mystique, un peu plus tournée vers ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non, pas du tout. D'abord parce que je pense pas qu'il y ait des frères plus spiritualistes que d'autres, etc. Ça dépend des loges. On peut rencontrer de tout dans toutes les structures. Donc ça, je crois que c'est une image. En général, quand on voit l'histoire de France, on définit l'histoire de France au travers des rois et des reines. Et on oublie complètement qu'il y a des tas de gens qui ont fait des tas de choses merveilleuses, qui ont inventé des produits, des services, qui ont fait que l'économie s'est développée, que la philosophie a éclaté un peu partout, que l'enseignement s'est développé un peu partout. Eh bien, la maçonnerie, c'est pareil. Il faut descendre dans les loges pour comprendre ce qui se passe. Et la maçonnerie de Marseille, c'est pas la même que celle de Bordeaux, que celle de Lille ou celle de Rennes. Donc la véritable différenciation, c'est ça. Parce que les régions ont une vie, ont une histoire,
Et cette histoire et cette vie a fait que ça imprègne complètement les frères et les sœurs qui sont là, présentes. Donc, c'est vrai qu'ils ont une tendance naturelle à faire un peu plus d'études, on va dire, d'ordre philosophique, mais c'est pas pour cela. Moi, je connais des Qu'on n'en retrouvera pas au Grand Orient. Mais bien sûr. Okay. Je viens de parler aussi donc, du droit humain. Alors, j'ai vu que le droit humain, lui, a une particularité historique. Oui. Ça m'a marqué. Il est mixte depuis 1893, donc bien avant que les femmes n'aient le droit de vote en France ou bien avant la naissance des mouvements féministes de la fin du XXe et début du XXIe. Est-ce que c'est une loge avec cet ADN un petit peu de pionnier ou d'avant-gardiste, comme ils l'ont fait notamment avec la mixité? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut la définir? Oui, sur ce plan-là, oui. Par rapport à la mixité, oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de problème. C'est une structure qui travaille remarquablement bien et il n'y a aucun souci. Non. Alors, question simple, quelle est la différence dont tu peux nous parler entre le droit humain et pour l'instant les deux premières qu'on a vues, la GLF et le Grand Orient? La mixité. À part la mixité. À part la mixité. Mais le droit humain, quand il s'est créé, a été assisté, aidé par le Grand Orient de France comme par la Grande Loge de France. Hein. Il ne faut pas croire que ce monde-là, c'est une guerre, hein, pas du tout. Il y a des relations en permanence, il y a des travaux en commun, il y a des échanges, non. Mais ils ont leur spécificité, ils ont fait cette expérience-là, et c'est une expérience réussie. Ça existe depuis la fin du 19e siècle. Hein. Donc ça existe et ça réussit. Alors, vient ensuite la Grande Loge nationale de France, la GLNF, reconnue par les Anglais. Et qui, j'ai l'impression, est la plus formelle. Alors peut-être que je me trompe, mais on a l'impression que là-dedans, on aime bien les costumes 3 pièces. Et puis, c'est oui, la plus formelle de ce que je viens de te dire, de ce dont je viens de te parler jusqu'à présent. Est-ce que on est dans le juste? On n'est pas dans le faux. D'accord. Mais on n'est pas totalement dans le juste, parce que là encore, il y a des frères qui sont remarquables, des loges qui sont exceptionnelles, et une structure qui a sa vie propre. Quand j'étais jeune maçon, ceux qui étaient responsables du Grand Orient de France me disaient régulièrement, tu sais, en haut à Paris, c'est pas la même chose qu'en loge. La maçonnerie, c'est la loge. C'est la loge qui initie, c'est pas l'obédience qui initie. Donc l'obédience est une structure qui est administrative, qui est là pour aider les loges quand elles en ont besoin. Mais c'est tout. Et donc, c'est un regroupement, mais la loge, elle a sa vie propre. Et donc, dès lors que cette loge elle travaille avec un rituel et dans l'esprit d'un rite, eh bien, le travail maçonnique peut se faire. Après, ils ne travaillent pas, ils se reconnaissent plus facilement dans une certaine catégorie sociale, ils se reconnaissent, il y a des loges au Grand Orient de France, au sein du Grand Orient de France, où il y a la majorité, ou la quasi-totalité, ce sont des médecins, par exemple. Et ce n'est pas, à mon sens, pour moi en tout cas, dans ma définition de loge, qui est obligatoirement, me semble-t-il, la réunion de gens qui ne sont absolument pas identiques, eh bien, ça n'a pas un caractère suffisant de loge. Donc, c'est toujours pareil, quand on voit de l'extérieur, on se dit, oh, les structures, les obédiences, elles ont leur spécificité, etc. Moi, j'étais chef d'entreprise, plutôt à droite, et j'ai été grand maître du Grand Orient de France. Je reconnais pas très longtemps, parce que de toute façon, ça s'est pas bien passé. On en parlera tout à l'heure, oui. Ça s'est pas bien passé. Mais n'empêche que personne ne m'a interdit de devenir... Donc voilà. Il y a eu des ministres célèbres qui étaient de droite et qui étaient membres du Grand Orient de France. Voilà, la GLNF, la seule spécificité, c'est qu'ils travaillent dans l'esprit anglo-saxon. Et l'esprit anglo-saxon, c'est un esprit de masse, mais ce n'est pas forcément un esprit de recherche, par exemple. Voilà, ils ont quand tu dis un esprit de une masse, loge de recherche, hein. Ils ont de masse et ils recrutent d'accord, ok. Ouais, relativement facilement, mais puis ça les regarde, ils vivent leur vie, hein. Ils ont le droit de vivre comme ils ont l'intention de vivre. Hein. Moi, ça me choque en aucune façon. Et j'ai les meilleures relations avec des frères de cette structure. Mais toujours pareil, avec un maçon et pas forcément avec la maçonnerie dans cette obédience.
bien sûr. concrètes. D'autant qu'on peut changer d'obédience quand on en a envie. Hein. Donc c'est la preuve qu'on est d'abord et avant tout maçon. Avant que les structures obédientielles existent, il y a eu une phase où il y avait des loges qui jouaient le rôle de mères. D'ailleurs, ça s'appelle des loges mères, avec un trait d'union. Simplement, ces loges, elles avaient une tradition et elles transmettaient cette tradition, cette façon de travailler à d'autres loges mères. Mais elles faisaient en sorte de transmettre la totalité de sa méthode et de son savoir pour que cette fille puisse être totalement et complètement autonome. Et cette phase-là, c'est la phase qui a existé bien avant la constitution définitive en structure obédientielle. Il y avait une loge, par exemple, la loge mère de Marseille a existé vers 1750, et ça a existé pendant 30, 40 ou 50 ans, avant que le Grand Orient de France, par exemple, se structure à la fin du XVIIIe siècle. Okay. Et là, il y en avait de partout. Et ça pouvait aller très loin. Parce que la filiation, par exemple, de cette loge mère de Marseille, il y avait en Guadeloupe, à La Réunion, il y avait des loges filles de cette loge-là. Dernière loge dont on va parler ensemble, c'est la Grande Loge féminine de France. Oui. Alors, elle est basée à Paris. C'est une obédience exclusivement féminine, Oui. dont les ateliers reçoivent en visite cependant les maçons hommes sous certaines conditions. Alors, elle est composée quand même de 14 000 maçons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette loge Non, moi, sur cette obédience? J'ai eu l'occasion, bien sûr, de les rencontrer à plusieurs reprises, même au niveau national, bien sûr, mais y compris en région. Quand on rencontrait une femme qui méritait effectivement, qui avait envie de rentrer, d'avoir cette démarche particulière, eh bien, soit en fonction de ce qu'elle avait envie de vivre, on l'amenait ou au droit humain ou à la Grande Loge féminine de France. Maintenant, le Grand Orient de France, par exemple, est mixte, et moi, je travaille dans une structure qui est également mixte, donc le problème est complètement résolu. Mais les loges sont libres et indépendantes de choisir la mixité ou pas au sein du Grand Orient de France, comme dans notre structure à nous. Mais la Grande Loge féminine de France a choisi et continue de travailler en féminité. Mais bon, c'est leur volonté, hein, c'est pas... Mais justement... Mais c'est pas pour ça qu'ils vont travailler moins bien. Mais justement, c'est la loge qui va déterminer si le travail est réalisé ou pas. Mais justement, sur cette mixité, quand donc je lisais certains travaux, certains articles, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu difficile, peut-être de s'affranchir des dynamiques, on va dire, inhérentes entre rapport homme-femme. Je parle de choses courantes, de séduction, de rapport de pouvoir en général, et qu'à l'instar de certaines religions, comme par exemple les catholiques, on pourrait peut-être croire que la mixité peut parfois, alors le terme est un peu fort, mais parasiter le rapport au spirituel et le rapport à la quête. C'est-à-dire que si on enlève ce rapport-là et qu'on est non mixte dans la loge, est-ce qu'on va mieux travailler? Tu as l'air de dire que non. Qu'est-ce que ton rapport à la mixité, toi, c'est quelque chose que tu veux, que tu préfères? J'ai travaillé pratiquement 27 ans en masculinité totale, avec quelques échanges, quelques tenues communes. Mais depuis maintenant 2010 à peu près, je sais plus, c'est vers 2010 que nous avons opté pour la mixité, je dois très sincèrement avouer que je préfère. Je préfère tout simplement parce que l'échange est plus complet, et c'est le contraire de ce que tu as exprimé. Ce n'est pas la spiritualité qui est limitée, c'est la spiritualité qui est agrandie. Parce que la spiritualité d'un homme et la spiritualité d'une femme peut très bien s'associer pour aller encore plus loin. Et c'est ce que nous, on vit régulièrement, et on a eu pratiquement, mais quasiment pas de problèmes de relations particulières, de problèmes de couple, jamais. Pas une seule fois depuis 2010, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Donc l'expérience est plutôt une concluante. force. Okay. Moi, je suis plus à l'aise.
Et je dois vous avouer que les femmes, souvent, elles sont plus travailleuses, elles sont plus précises, elles sont plus engagées. Et donc, c'est un apport et non pas des boulets que l'on traînerait. Hein. C'est pas du tout ça. Et il faut sortir du cadre que nous a mis dans notre tête le conformisme des religions. Mais je parlais dans Toutes les deux les- sens, hein, c'est-à-dire quand tu me dis boulet, mon intention n'est pas de dire que vous traînez comme boulet, mais c'est elle-même, c'est-à-dire que si chaque sexe s'affranchit de ce rapport-là, chaque sexe travaille mieux. Donc ce que je disais Ah, marchait ça, aussi pour absolument. la... Ah, mais bien sûr que ça marche des deux côtés. Et d'ailleurs, certaines, jamais elles auraient fait une démarche autre. Et certaines, même, elles ont quitté une démarche de la GLFF pour venir nous rejoindre pour travailler en mixité. Mais c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui est fait, c'est la spécificité que chaque loge décide de vivre sur le plan de la recherche ésotérique ou pas. Donc ça, c'est ce qui fait la réalité de la loge. Et c'est la loge qu'on choisit, en fait, c'est pas la structure. Mais du coup, vraiment, entre loges, c'est quoi? Est-ce qu'on se tolère poliment? Est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on parfois se déteste cordialement? Tu assistes un petit peu à ce genre de choses? Mais tout ça, c'est vrai. Tout ça, ça peut exister, ça dépend des moments. Évidemment, il y a eu un phénomène très, très important à un moment donné, parce que la GLNF, donc la Grande Loge nationale française, qui est d'obédience anglo-saxonne, avait pour objectif de devenir la première structure obédientielle de France. Donc il y a eu un recrutement de masse, et ça a déséquilibré l'ensemble des autres structures qui se sont dit, qui ont réagi. Et donc ça a créé des phénomènes de politique, presque de marketing, de propagande, etc. Ce qui a été, sur le plan de la maçonnerie, en ce qui me concerne, plutôt négatif. Donc fort heureusement, ça s'est stabilisé. D'ailleurs, la Grande Loge nationale française a exposé en je ne sais pas combien de structures différentes, comme la GLANF, la GLTS, etc. Et des structures qui vivent sans aucune difficulté. Mais voilà, l'esprit de l'anglo-saxon, c'est quand même de rester entre eux. Donc ils vivent entre eux, ils sont complètement séparés des autres structures. On a très peu de contacts, de relations, mais ça encore, cette gangue elle est en train d'éclater de toutes parts. Et les échanges existent. Un franc-maçon, il peut aller où il veut. Il est reçu dès lors qu'il a été initié et qu'il peut prouver qu'il a été initié parce qu'il peut répondre à un certain nombre de questions qu'on va lui poser pour qu'on voit le niveau qu'il a réellement. Il y a ce qu'on appelle des questions et des réponses. Donc ça, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a des signes, des mots, des attouchements, enfin bref. Tout ça fonctionne remarquablement. Et quand les gens sont un peu ouverts, eh bien, les frères et les sœurs sont un peu ouverts, eh bien, il n'y a aucun souci. La visite est toujours possible. Donc, le travail d'un frère avec une autre loge et d'une loge avec une autre loge. Mais ça, ce travail se fait, et depuis toujours. Moi, je suis, comment dirais-je, nostalgique de ma jeunesse maçonnique. Parce qu'en ce temps-là, où on était peu nombreux sur Marseille, il y avait peut-être 13 loges, 14 loges sur Marseille, 15 loges, pas beaucoup plus que ça. La Grande Loge de France, il y avait 4 ou 5 loges, le Grand Orient de France, il y avait 7 ou 8 loges, etc. Et les autres structures avaient 2-3 loges. Hein. La GLNF n'existait pas, où il y avait peut-être une loge ou deux, donc on n'entendait même pas parler. Moi, je n'avais jamais entendu parler pendant des années de la GLNF. Eh bien, à ce temps-là, tout le monde se visitait, tout le monde. Et tous les soirs où j'avais tenu, il y avait des visiteurs qui venaient de toutes les structures. Et il n'y a jamais eu aucun problème. Tout le monde, d'ailleurs, c'était une période extraordinaire, parce que c'était la fin de la période de la reconstruction de la maçonnerie après la guerre. Et donc, ça commençait à bouger, il y avait une espèce de bassin d'émulsion qui se créait sur le plan de la recherche symbolique et ésotérique. Et les anciens, eux, ceux qui étaient plus administratifs, ils ne comprenaient pas souvent ce que l'on faisait. Moi, je me souviens, un soir, j'avais fait un travail de recherche, et un frère m'a pris par le bras en sortant de la tenue, le plus ancien, le plus vieux de cette loge. Il m'a dit « continue ». Je n'ai rien compris à ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais continue. Voilà, c'était ça l'esprit.
Et quand Et tu ça, dis que je tu es suis très nostalgique, nostalgique. alors quand tu es nostalgique, c'est qu'aujourd'hui, Ben- il y a moins ces flux, c'est moins ces échanges, moins cette... Ben oui, et la masse. Ouais. Au plus il y a de monde, au moins on se connaît. Et au moins on se reconnaît. Comment rencontrer quelqu'un dans la rue? C'est impossible. Je comprends. On ne peut pas savoir. Alors Simon, parlons un petit peu plus de toi. On a mis un petit peu le cadre C'est pas ce que sur je comment fais ça le mieux en fonctionne. général. On va voir, on va voir. Mais avant d'être grand maître du Grand Orient, c'est-à-dire celui, on va dire, hein, qui dirige la confrérie, l'obédience, tu as, je me doute, commencé, on va dire, en bas de l'échelle, hein, en maçonnerie, comme dans tout groupe humain, c'est ce que je présume. Est-ce que tu peux nous expliquer, à travers un peu ton histoire, un peu plus en détail ce qu'est d'abord un grand maître et comment on monte en grade en maçonnerie depuis Bien sûr, l'initiation jusqu'à arriver bien là où sûr. tu es arrivé? Mais c'est encore deux mondes différents, deux structures différentes. L'initiation se fait dans une loge ou dans des loges. Je vais y revenir. L'obédience, c'est une structure administrative. Qu'est-ce qu'un grand maître, si ce n'est que le président d'un conseil d'administration d'une association, qui fait en sorte que tout se passe correctement et qu'elle possède l'exclusivité de la communication extérieure. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une relation avec un parti, le président de la République, etc., l'échange se passe à ce niveau-là, se fait rarement entre un frère d'une loge, sauf s'ils se connaissent, bien entendu. Donc c'est de nature différente. La démarche initiatique, elle se vit dans une loge. Donc les loges dites bleues, ce sont les loges qui sont comptabilisées en général dans ces statistiques-là, c'est celles qui travaillent aux 3 premiers degrés, apprenti, compagnon et maître. Voilà, et donc ça s'arrête là. Ensuite, il y a des loges qui sont spécifiquement, qui continuent le chemin et qui vont jusqu'au rite écossais à 33 degrés, au rite français moderne en 4 ordres, ou 5, et dans d'autres structures de manière différente. Et ça veut dire que le chemin initiatique ne s'arrête jamais. Alors, Il y a toujours quelque chose à découvrir. Juste pour ceux qui nous écoutent, donc on a d'un côté des loges qui permettent d'aller, j'allais dire, à 3 niveaux. Apprenti, compagnon, maître. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on est arrivé maître, si on veut, on va dire progresser, c'est le terme. On continue. On ne quitte pas sa loge. Hein. On ne quitte pas sa loge. Ah non, on continue. On continue. C'est en plus. En plus de sa loge. Et là, on fait... Et donc là, on parle de... Tu as parlé de niveau 30, etc. Là, c'est quoi? C'est de 1 à 30? Comment ça fonctionne? Le rite écossais en sein accepté est constitué jusqu'à 33 degrés. D'accord. Mais il y a des correspondances entre les diverses ramifications. Ce sont ce qu'on appelle les rites. C'est ces ateliers dits, entre guillemets, hein, supérieurs, qui sont en fait, qui donnent l'esprit. Okay. Et donc, certains frères et certaines sœurs préfèrent se contenter de vivre dans cette structure-là. Okay. Et jusqu'au bout. Alors que d'autres préfèrent, mais c'est pas... ça ne s'exclut pas, hein, puisque moi j'ai fait les deux chemins. Hein, donc tu peux être grand maître et ne pas être 30. Bien sûr. En conclusion. Okay. Bien sûr. Mais même, il peut être que simplement maître. Okay. Ça a été le cas dans l'histoire du Grand Orient de France, que je connais mieux quand même que les autres structures et obédiences. Mais celle du Grand Orient de France, il y a eu des grands maîtres qui n'ont été que maîtres. Et ce n'est pas un souci, puisque le caractère administratif, financier, faire en sorte que tout se passe bien, que les loges ne soient pas en difficulté, qu'on puisse les assister quand le besoin s'en fait ressentir, etc., fait que bon, la présence est là. Moi, j'ai ressenti ce que pouvait servir une obédience un jour, parce que une loge de cette région, du temps où j'étais conseiller de l'ordre, ça veut dire simplement membre du conseil d'administration, sans avoir la responsabilité suprême. Il y a un décès. Cette loge était très jeune. Et cette loge, le vénérable décède sur l'autoroute. Le vénérable? Le vénérable, c'est celui qui a en charge la direction de la loge. De la loge. Okay. Et le mandat est de 3 ans maximum. Enfin, normalement. Il peut y avoir des exceptions, hein, mais en tout cas, normalement. Donc le vénérable décède et la transmission ne pouvait plus se faire puisque à l'intérieur de cette loge, il n'y avait pas d'autres qui avaient été vénérables maîtres d'une loge.
Eh bien, c'est l'obédience par ma personne qui a pu leur transmettre et installer le nouveau vénérable maître. Parce que si un vénérable maître disparaît, que ce soit là dans le cas un C'est un accident, ancien qui ça prend. doit être un vénérable maître Ancien. ancien qui doit. Donc on ne peut pas Et upgrader. qui si, bien sûr, qui va procéder, avec une procédure particulière, qui va procéder à une transmission, il y a une élection, une désignation, ça dépend de la formule que l'on choisit, et après il y a une transmission. Donc, et là vraiment, j'ai ressenti ce jour-là à quoi pouvait servir une structure obédientielle. Mais c'est extraordinairement exceptionnel. Ouais. Tu es en train de me dire que à part ça, ça sert à rien? Non, on va pas aller jusque-là, parce C'est- que non, il ne faut pas dénigrer, c'est pas ça du tout. Moi, j'avais fait le tour, et donc j'avais besoin de vivre autre chose. Donc j'ai vécu autre chose, et je suis très heureux d'avoir vécu autre chose et de continuer à vivre autre chose. Mais j'ai fait le tour de la structure obédientielle, j'ai vu les avantages et les inconvénients. Et il est vrai que dans une structure, un conseil d'administration, ceux qui montent, en général, ils ont un caractère plus politique, entre guillemets, même si c'est dans une structure pas du tout politique. Ils ont un caractère politique, de représentation, etc., qui est beaucoup plus prononcé que les frères qui cherchent et qui travaillent sur le plan ésotérique. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc c'est un petit peu dans tous les, j'allais dire, les corps de métier. Plus tu Ben, montes, moins ça t'enlève du terrain, en fait. Ben voilà, oui, mais c'est un peu le ça. drame. C'est un peu ça le problème. Voilà. C'est J'ai un bien peu compris. ça le problème. Alors, Simon, j'insiste sur cette phrase parce que quand on s'est rencontrés la première fois, encore une fois, tu me l'as dit, il ne faut pas confondre les maçons avec la maçonnerie. C'est une phrase qui est restée assez... Parce qu'elle est un peu contre-intuitive. Hein. On a l'impression qu'on a affaire à la maçonnerie et pas forcément aux maçons. Je sais. Alors justement, c'est le moment de connaître un peu mieux les maçons. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand je t'ai demandé ce que c'est la maçonnerie. Tu m'as dit ça dépend en fait à qui je vais répondre. Mais j'ai quand même cette question concrètement. Tout le monde peut devenir franc-maçon, tu l'as dit tout à l'heure. Mais après des décennies d'expérience, tu as quand même, moi je pense, observé une espèce de tendance. Si on devait imaginer un sondage sur les motivations des nouveaux venus que tu as vus, les raisons qui reviennent le plus souvent pour rentrer en maçonnerie, c'est quoi? Très, très honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a autant d'objectifs que de personnes. L'homme est très, très complexe, très, très multiforme, et donc c'est très, très difficile à dire. Mais c'est vrai qu'il y a des membres qui ont voulu rentrer en maçonnerie pour des raisons politiques ou pour des raisons professionnelles. Ça, il ne faut pas le renier, c'est une évidence. Mais c'est de moins en moins le fait majeur. Ça existait. Ça existait. Celui qui m'a attiré vers la maçonnerie m'a proposé de rentrer à la maçonnerie, alors que moi, je n'avais fait aucune demande, parce que c'était un de mes clients et qui désirait établir une relation supplémentaire avec moi. Et il m'a dit, je veux monter un réseau professionnel, et donc j'aimerais que tu en fasses partie, et donc tu vas rentrer en loge. Et il ne m'a pas fait rentrer dans sa structure obédientielle. Il était membre de la Grande Loge de France, et comme il connaissait mes options un peu particulières, il m'a fait rentrer au sein du Grand Orient de France. Parce que je suis non-croyant, et donc et je suis athée, et donc la Grande Loge de France, ça pouvait poser problème, paraît-il, mais ce qui n'est pas vrai du tout. Parce Oui, que, on parlera du rapport tout à l'heure entre la religion et maçonnerie. J'ai quelques questions là-dessus. Ce qui n'est pas vrai du tout. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et au bout de 6 mois, quand je suis rentré, je me suis aperçu que je ne connaissais pas beaucoup de choses de la maçonnerie. Le peu que je connaissais de la maçonnerie, c'était ce que j'avais appris en histoire, au lycée ou à l'université. Hein. Je n'en savais pas grand-chose. Hein. Je connaissais un peu la maçonnerie, mais vraiment pas du tout. Et donc je suis rentré, puis je me suis aperçu qu'en fait, ma réelle motivation personnelle, c'était de me rencontrer et de connaître vraiment ce dont j'étais capable. Et tous les défauts que j'avais, je les cachais, et là, la maçonnerie et les amis au jour, et ça m'a permis de travailler en permanence dessus, etc. Mais je n'aurais pas pu le faire tout seul.
Donc, au travers de ton cas personnel, tu es en train de dire quand même que, si je traduis un petit peu, on a aujourd'hui une tendance on veut devenir un petit peu la meilleure version de soi-même. C'est ce Exactement, que tu sens aujourd'hui un peu plus évidemment. chez les... Et c'est la raison pour laquelle je vais toujours travailler avec les apprentis et les compagnons quand ils font leurs réunions d'instruction, parce que j'apprends beaucoup d'eux. Et ça a évolué au cours du temps. La volonté de travailler, c'est pas tout à fait la même. Même si aujourd'hui, malheureusement, il faut bien le reconnaître, il y a un nouveau phénomène qui est apparu, ce que j'appelle la maçonnerie supermarché, où ceux qui y rentrent, certains en tout cas, peu nombreux, mais en tout cas ça existe, viennent pour ah ben tiens, je vais prendre un petit peu d'alchimie là, ah tiens, c'est intéressant, les Templiers, et puis on zappe, on passe de l'un à l'autre. Bon, mais ça c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ils s'en vont. Ils s'en vont. Mais là, quand moi je fais une enquête, j'inverse les... Oui, on va voir l'enquête tout à l'heure, enfin dans la Voilà, prochaine... j'inverse. Moi je leur dis, quelle est votre question? Oui. Donc, c'est pour ça, concrètement, alors, puisque tu viens de parler d'enquête, concrètement, comment ça se passe? Moi, comment je fais pour rentrer en maçonnerie si je connais, alors on va dire, hein, de quelqu'un, je ne connais pas de maçon, je suis curieux, est-ce qu'il y a des démarches, des procédures à Oui, suivre? il y a plein de Explique-nous possibilités. comment on Il y a rentre en plein de maçonnerie. possibilités. D'abord, si on est attiré par le caractère particulier d'une structure, une obédience au Grand Orient, la Grande Loge, etc., il suffit d'aller sur Internet, on trouve les coordonnées, on leur envoie aujourd'hui un mail. Donc, la démarche peut venir de celui qui veut entrer. Bien sûr. Parce on a l'impression que c'est toujours pareil, dans l'inconscient collectif, on est Non, approché dans un repas, quelqu'un, non, c'est très, beaucoup plus important que ce qu'on pense. Okay. Quand on est dans les structures nationales, comme le Grand Orient de France, c'était très important. Les demandes directes étaient très importantes. Donc, ils viennent te voir, je veux rentrer, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, la structure administrative envoie à une loge, sélectionne une loge en disant bah, ce personnage-là habite à tel endroit, donc occupez-vous-en. Donc, il y a des contacts qui s'établissent. Et après, il y a une pré-enquête, en quelque sorte, pour savoir si la personne n'est pas un peu farfelue. Il faut quand même vérifier 2-3 petites choses. Alors, cette pré-enquête, qui l'a fait? Un frère mandaté par le vénérable en général, ou le vénérable. Souvent, c'est le vénérable. Et puis ensuite, il y a 3 enquêtes, 3 membres de la loge qui sont envoyés au candidat pour discuter. Et la discussion, elle est complètement libre, et sur tous les sujets de la vie. Ouais. Ça peut être la famille. Il y a des candidats qui nous refusent l'entrée de leur maison, par exemple, hein, disant non, moi, vous ne rentrez pas chez moi, etc. On accepte, hein. C'est pas un gros souci. Il n'y a pas de cadre particulier. Certaines loges ont été intéressées par créer une commission d'enquête en faisant des spécialistes. Et ça peut pas être pire que ça. C'est le contraire de l'esprit maçonnique. Il n'y a pas d'experts dans les enquêtes. Il n'y a pas d'experts. Alors la question que tu dis, il n'y a pas d'experts, et c'est la question, est-ce que vous refusez de temps en temps des gens qui veulent rentrer en maçonnerie? Bien sûr. Voilà. Évidemment, mais il n'y a pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est relativement facile. Il y a une démarche qui peut être très longue. Aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche très longue. Hein. Un candidat, au bout de 6 mois, 7 mois, il est rentré si tout va bien. De mon temps, c'est pas ça. Oui, mais déjà, dans ma loge, quand j'ai fait la demande, 1 an après, j'ai eu silence absolu. 1 an après, j'ai été contacté, on m'a dit, est-ce que vous continuez à avoir la volonté de rentrer chez nous? Et le processus a commencé, et les enquêtes ont duré 1 an. On n'est pas dans le même monde. Mais c'est ce que j'allais te dire, tu me parles déjà de ça. Je suis nostalgique. Oui, mais alors tu dis déjà nostalgique, mais à ce point, mais tu viens de dire quelque chose de très juste. Tu me parles aujourd'hui, ça va rapidement, c'est 6-7 mois. Mais parle à un entrant, ou on va dire quelqu'un qui demande, qui a 22, 23, 30 ans, 32 ans, 6-7 mois, mais c'est long. C'est long. Je suis d'accord. Je sais que le temps, tu vois, le tempo vite. Voilà, exactement. Et alors toi, de ton expérience, pour rentrer un peu dans les détails, alors ou de l'enquête ou de
t'as eu des fois où tu as refusé, et pour quelle raison tu as refusé, si ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé parce que la personne, je sentais que la personne n'avait pas une volonté et que on lui avait demandé de rentrer. La plupart du temps, c'est pour ça. Donc le fait de dire non, c'est pas un non définitif, hein. C'est de dire non, réfléchissez un peu. Ok. Puisqu'on a 3 fois, hein. C'est au bout de 3 fois uniquement de refus que le refus est définitif. Ok. Donc c'est très différent. Mais ça n'empêche pas ce personnage-là d'aller voir une autre structure C'est ce que et j'allais dire. un jour de rentrer dans une autre loge, hein. Ça aussi, ça a été le cas. Mais Rentre. aujourd'hui, personnellement, je ne refuse plus. Ok. Je pense que celui qui a la démarche, le tout c'est qu'elle soit sincère, il faut cerner si elle est sincère ou pas, mais dès lors que la démarche est sincère, il n'y a pas de raison d'empêcher que la personne rentre. Ce n'est pas une question de recrutement, hein, de nombre, pas du tout, puisque nous, on a la volonté de ne pas être nombreux. Mais c'est uniquement pour donner la possibilité, cette chance à cette personne. Donc, Je comprends. Alors, on a vu, on est dedans. Maintenant, sortir d'une loge, la question est assez simple. Est-ce qu'une loge peut Ouais. exclure un franc-maçon? Alors, si je te pose la question, c'est que ça a concerné une des figures un peu emblématiques de l'extrême gauche française, Jean-Luc Mélenchon. En 2023, le Grand Orient de France avait demandé, sans succès, hein, il faut le dire, sa suspension temporaire alors qu'il était membre au Grand Orient depuis 1983. Le motif pour qu'on amène la question du pourquoi on pourrait exclure un franc-maçon, son comportement envers les magistrats, et les policiers et les journalistes pendant les perquisitions de son bureau à LFI. ouais, j'en sais. Voilà, on avait dit que c'était incompatible avec les valeurs maçonniques. Alors la question, est-ce qu'on peut exclure un franc-maçon d'une loge quand il contrevient un peu aux valeurs de la loge maçonnique? Entendons-nous bien sur l'appellation loge. C'est quoi une loge? C'est la loge ou c'est l'obédience? La différence, elle est essentielle pour ma réponse. Une loge, elle a tous les droits. Absolument tous les droits. À l'intérieur de sa loge, si quelqu'un contrevient à une quelconque loi française, à un esprit particulier, si elle est en disharmonie parfaitement avec la loge a le droit de lui demander de quitter cette loge. Okay. Mais on ne lui enlèvera jamais l'initiation. Jamais. Il sera toujours initié. Et s'il a envie, ce personnage-là, d'aller dans une autre loge, il aura la possibilité de le faire. On ne le marque pas au fer rouge. Pas... D'accord? La loge, elle peut le faire. Là, on parle de structure obédientielle politique. Et donc, toutes les structures, il y a un tribunal, enfin, etc. C'est vraiment une anomalie maçonnique. Nous, on n'en a pas chez nous. C'est la loge qui décide. Mais en fait, on n'a même pas de texte de loi aujourd'hui dans notre structure pour virer quelqu'un. J'imagine que c'est extrêmement rare en plus. Mais ils s'en vont. Les gens qui se sentent en désharmonie à un moment donné, ils ne sont pas intéressés par ce que l'on fait, ils s'en vont, tout simplement. Et ce n'est pas un drame, c'est la vie. C'est la vie. Ce n'est pas un drame. Là, on est dans un caractère politique. Alors là, ma réponse est non, on n'a pas le droit de faire ça dans ce cadre-là. Parce que c'est sa responsabilité de prendre une option politique, et c'est sa loge qui doit décider de s'il doit continuer son cheminement ou pas. D'ailleurs, de ce que je sais, en ce qui concerne Mélenchon, ce que je sais, c'est qu'il n'allait pas souvent en tenue. Donc, comme beaucoup de politiques, donc il faut bien le reconnaître, hein. Donc les politiques en maçonnerie, il y a eu des célèbres. Oui, aujourd'hui, tous ceux qui ont été en politique en sont sortis de la maçonnerie, hein, quasiment tous. Et ceux qui y sont restés, on ne les voit pas souvent en loge. Or, la maçonnerie se fait en loge, elle ne se fait pas dans le parti. Ouais. Et le problème des structures obédientielles, c'est qu'il y a un entrisme politique et syndicaliste à l'intérieur de la structure. D'accord ? C'est le moment d'aborder avec toi cette théorie qui est un petit peu tenace, la prétendue influence secrète des loges sur le pouvoir politique. Alors des loges ou des obédiences, j'ai bien compris maintenant la distinction. Toi-même, je crois que tu as été au cœur d'un dossier qu'on va qualifier d'explosif à la fin des années 90 et qui illustre un petit peu toute cette fascination et parfois les fantasmes sur ce lien.
Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, hein, le 22 janvier 99, tu es grand maître au Grand Orient de France. Une rencontre a lieu rue Cadet, au siège du Grand Orient, entre le gouvernement ou les représentants du gouvernement de Lionel Jospin et les nationalistes corses. Tout ça se passe à la fin des années 90, hein, où la tension et les attentats en Corse étaient au plus haut. Dans un article de Libération où tu t'es livré, ils ont évoqué même un rôle d'intermédiaire du Grand Orient. Tout ça, au final, et tu me corriges si je me trompe, puisqu'on va en parler maintenant, t'as plus ou moins coûté ta démission. Alors d'abord, de manière générale, et peut-être au travers des spécificités de cette affaire corse, à laquelle tu as participé en tant que grand maître du Grand Orient, j'aimerais avoir ton avis sur ce lien entre maçonnerie et politique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un mythe ou c'est une réalité? Ça a été une réalité, ça c'est une évidence. C'est aujourd'hui plus qu'un mythe. Réalité parce que du temps de la Troisième République, il faut remonter à la Troisième République, hein, évidemment, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de syndicat. La maçonnerie était présente partout sur le territoire. C'était la seule structure qui était présente partout sur le territoire, y compris dans les colonies. La maçonnerie avait des loges partout. Et donc, des échanges pouvaient exister. Et effectivement, quand on voulait, quand on était dans une certaine tendance, on avait plutôt intérêt à faire monter un député de cette tendance. Et donc, il y avait des échanges en permanence. Et donc, la maçonnerie, le Grand Orient de France en l'occurrence, a influencé de façon très importante la maçonnerie pendant des décennies. Ça, c'est une évidence absolue. Mais nos anciens ont voulu et ont fait en sorte que les partis politiques puissent exister et que les syndicats puissent se développer. Ça a été le cas. Et donc, au plus les syndicats et au plus les partis politiques se sont développés, au moins la maçonnerie a été présente, elle s'est retirée doucement, doucement, même si de temps à autre, c'est toujours un endroit où on peut réfléchir, échanger, partager des idées de façon libre. Mais ce n'est plus le cas. Donc quand on regarde effectivement l'influence de la maçonnerie sur des lois essentielles, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vraiment. C'est pas parce qu'on réfléchit un jour sur un sujet que ça va se transmettre à... Il y a tellement peu de francs-maçons politiques. Il y a des francs-maçons qui font de la politique ou qui veulent faire de la politique, mais des politiciens véritablement de métier, des députés, des ministres... il n'y en a pas tant que ça. Donc, comme les artistes d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Donc voilà, ça fait partie du domaine du fantasme que l'on nous rabâche sans arrêt. Mais l'histoire, la fameuse histoire de la Corse, c'est un non-événement. Ça a été monté en mayonnaise simplement parce que je gênais à l'intérieur de la structure et non pas... on a pris comme prétexte ce qui s'est passé en Corse. Mais c'était un prétexte intérieur. C'était de l'intérieur qu'on voulait m'éliminer, pas de l'extérieur. Et c'est des ingrédients qui marchent, la Corse, le politique, la maçonnerie, le rendez-vous, voilà, et puis on... Bien sûr, bien sûr. Alors certains, comme Bruno Etienne, avaient fait un papier là-dessus en disant que j'étais tombé dans un piège. Oui, on peut le dire, mais je savais pertinemment, en étant grand maître du Grand Orient de France, qu'à un moment donné ou à un autre, j'allais être attaqué. Sur quel sujet, je ne savais pas. Mais je ne m'attendais pas à ce que je sois attaqué sur ce dossier particulier, parce que ce dossier particulier, c'est l'application même de la philosophie du Grand Orient de France. La philosophie du Grand Orient de France, c'est de rassembler ce qui est épars. Et là, c'était le cas où on rassemblait des gens qui ne se parlaient jamais. Et des gens qui n'étaient jamais écoutés par le monde politique. Et là, tout s'était ouvert et on pouvait mettre en pratique notre application. Et moi, j'ai participé à cette fameuse réunion à peu près une demi-heure, c'est-à-dire le moment de la lancer, pour dire aux gens, voilà, vous êtes là, vous êtes bien installés, ça ne me concerne pas directement, j'ai fait ce qu'il fallait pour vous mettre en relation, maintenant c'est de votre ressort. Je ne cherchais pas à avoir une aura particulière, un bénéfice particulier de cette opération. C'était vraiment pour avancer vers cette fameuse société éclairée, nationaliste, gouvernement qui ne se parle pas, venez ici
et puis maintenant régler ce que vous avez à régler, quoi. Mais ça a marché. Mais alors qu'est-ce qu'on pouvait te reprocher à ce moment-là de Ah, avoir mais fait? parce qu'à l'intérieur, j'avais pris des options particulières. Le Grand Orient de France, en ce temps-là, aujourd'hui, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne le vis plus de l'intérieur, mais en ce temps-là, il y avait un entrisme très fort, une direction, une puissance qui était les trotskistes et lambertistes, qui étaient présents très fortement, qui avaient déjà fait une opération pour prendre le pouvoir de façon un peu révolutionnaire en 1995. J'étais déjà au Conseil de l'Ordre en 1995, et là j'ai été considéré comme comment on peut appeler ça, le machin noir, quoi. Le mouton noir? Mouton noir. Non, le mouton, c'est Ibel. Mais là, c'était moi qui dirigeais. Alors, comment on peut dire ça? Non, un pas canard. un canard. Le diable noir. C'est pire qu'un mouton, un Non, canard. le diable noir. Ah, ok. Le diable noir. Donc, c'est moi qui ai fait en sorte d'éviter la catastrophe au sein du Grand Orient de France. Donc, après, j'ai été réélu une deuxième fois et je suis remonté, mais j'avais cette image. Et cette image, évidemment, elle avait du mal à me quitter. Sauf que certains intelligents de ce groupe-là se sont aperçus qu'en fait, j'avais travaillé pour le bien du Grand Orient de France, et non pas pour que des révolutionnaires, enfin, des frères qui jouaient à la Révolution, allaient leur donner la possibilité de prendre le pouvoir. Donc, et notamment Serge Jakobowicz, qui était un trotskiste lambertiste, mais avec lequel on s'est rencontrés et on est devenu avec une amitié profonde. Aujourd'hui, il est décédé malheureusement, mais Serge, ça a été vraiment, au sein du Grand Orient de France, mon ami à Paris. Alors qu'on s'est combattu en 95. Mais à partir de 98-99, on était complètement ensemble. D'ailleurs, il était présent à cette fameuse réunion, parce qu'il était membre du Parti socialiste. Et donc, il nous a aidés à monter ça. Et lui aussi, il a fait ça dans un esprit purement maçonnique. On met en présence des gens qui ne se parlent pas. C'est tout. Notre rôle s'arrêtait là. Sauf que ça a gêné un certain nombre de personnages à l'intérieur, non pas sur le fond, mais ils ont pris ce dossier en se disant, là, on le tient. Mais moi, personne ne me tient. Donc j'ai regardé, j'ai étudié, et je suis parti. Et tu as démissionné? J'avais fait prendre à la direction, dès que je suis arrivé, parce que ça faisait partie de mon plan, j'avais fait prendre une décision essentielle qui est la création d'un intranet au sein du Grand Orient de France. Mais dans le projet d'intranet, comme je l'avais monté, évidemment, l'ensemble des loges pouvait communiquer avec l'ensemble des loges, c'est-à-dire qu'on créait l'horizontalité. Ce qui cassait la structure politique qui était en place au sein du Grand Orient de France, c'est-à-dire que les Parisiens dirigeaient tout. Puisque eux, ils étaient à Paris en permanence, au courant de tout, et donnaient intelligemment quelques informations à nos provinciaux. Et il y avait quand même des conseillers qui venaient de l'Asie, qui venaient de Papeete, des États-Unis, etc. Donc, là, tout le monde pouvait communiquer. Et donc, ça redonnait le pouvoir à une structure qui s'appelle la loge. Et c'était mon combat. C'était tout ce que je voulais. Et là, tu as disrupté la verticalité. Tu penses bien que quand j'ai démissionné, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'intranet? Ils ont restructuré l'intranet avec une pyramide. C'est pour revenir maintenant au problème de la Corse. Effectivement, en Corse, il y avait un problème essentiel qui était un problème économique. Et la Corse était contrôlée et dirigée par le ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas le problème, ce n'était pas adapté. Et donc, à partir du moment où c'est le ministre de l'Intérieur qui prenait les décisions pour la Corse, évidemment, le développement économique de la Corse n'était pas suffisant pour que la Corse soit équilibrée. Aujourd'hui, regardons ce qui se passe en Corse. Il y a des bombes qui sautent partout. Ça ne s'est pas arrêté depuis.
depuis cette réunion, ça s'est arrêté les bombes. Hein. Il n'y en a plus. Il y a eu quelques petites bombinettes de droite et de gauche parce qu'il y a des jeunes qui s'amusent, entre guillemets, qui s'amusent. Où il y a encore des gens qui ne sont pas très tranquilles, mais il n'y a pas plus de problèmes de bombes en Corse que d'attentats en France, hein, sur le continent. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a écouté les autres. Donc ça a réussi. Et moi, je me suis retiré, j'avais plus rien à faire. Je savais pertinemment que j'avais compris que ce qui leur posait comme problème important, c'était que j'étais en train de détruire le système de pouvoir à l'intérieur de l'obédience. Donc, ça a réussi. Ça a réussi à telle enseigne que, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la décision? Il y a eu comment ça s'appelle? Un référendum. Il y a eu un référendum qui a été organisé. Et qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus, le référendum? Bon, il a été un peu pollué par la position d'un futur président de la République. Mais sinon, ça aurait pu réussir. Mais en tout cas, le référendum a été réussi et il n'y a plus de bombes. Mais alors, une entrevue comme ça, on se dit au siège donc, du Grand Orient, des nationalistes qui, on va dire, pas plus tard que 15 jours avant cette réunion, posaient des bombes, le gouvernement qui n'arrivait pas à mettre un pied en Corse, sans que ce soit un peu le bazar. Alors, dans cette réunion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Comment ça se... je ne sais pas, je n'étais pas présent. Donc, mais j'ai su après ce qui s'est passé. Ils se sont entendus pour se faire des réunions, se revoir, se rediscuter. Et il y a eu des négociations qui se sont passées. Et pour une fois, le projet, il a été accepté par l'ensemble de la structure. Mais tout le monde voulait bénéficier de l'image de cette opération, puisque évidemment le Premier ministre qui était candidat potentiel à la présidence, il voulait que ça réussisse. Et donc ça l'a beaucoup gêné qu'il y ait eu ce bruit-là autour de cette opération. Et par rapport aux autres loges, est-ce qu'il y a eu aussi dire c'est le Grand Orient qui a réussi, nous on n'a rien fait? Non, mais non, mais non. Pour tout le monde, ça a échoué. Parce que l'écume, on regarde que l'écume, hein, on ne regarde pas la réalité des choses, en général. C'est comme ça partout. Mais j'ai découvert des tas de choses. Hein. Moi, pendant cette période-là, j'ai vécu un moment exceptionnel. Hein. J'ai appris ce qu'était un journaliste, j'ai appris ce que c'était un homme politique, un député, j'ai appris leur engagement, jusqu'où ils étaient capables d'aller. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses. C'est une période que toi, tu as personnellement mal vécue, quand même, ou tu en retires que... Non. Bon, j'ai pas mal vécu du tout. Je n'ai accepté la mission de grand maître uniquement pour faire en sorte que cette structure puisse retrouver cette force et cette puissance qui monte de la loge. Tu sais, quand je suis grand maître, je suis élu, je leur propose un certain nombre de choses. Par exemple, je leur dis, on va faire qu'un seul colloque annuel, au lieu de faire des colloques partout dans les petites régions qui permettent à tous et à chacun de se faire du bien et avoir leurs photos dans les journaux du coin, sur un thème qui est quand même le thème essentiel du Grand Orient de France, le travail. Quelles sont les valeurs du travail? Quelle est la valeur du travail dans notre société du moment? Et je dis, on va faire l'inverse de ce qu'on fait habituellement. Au lieu de faire venir des politiques pour nous expliquer ce qu'ils pensent, c'est les loges qui vont s'exprimer et les politiques que l'on va inviter à nous écouter. Et donc je vais voir le maire de Lyon, qui était Raymond Barre. Je contacte un certain nombre d'hommes politiques, ils sont tous d'accord, tous d'accord. Et je propose à 800 loges, à ce moment-là, il devait y avoir à peu près 800 loges, de travailler sur ce thème. Sais-tu combien j'ai reçu de réponses positives, c'est-à-dire qu'un dossier pour qu'on puisse monter ce colloque? 800. Je dirais 500. C'est pas mal, 500, hein? 3. Aucune loge à travailler dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait faire une économie au Grand Orient de France. J'ai annulé le colloque.
Mais on va m'attaquer quand ils vont entendre ça, ils vont m'attaquer. Hein. Ils vont me dire « Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. » Mais la réalité est là. Mais c'est pas grave. L'important, c'est pas les éléments constitutifs d'un dossier. Il faut en retirer vraiment l'enseignement. Moi, j'ai retiré un enseignement extraordinaire. J'ai appris les limites de la politique et les limites des journalistes. J'ai vu des journalistes qui n'étaient pas libres dans leurs journaux, qui avaient envie de dire des choses, d'écrire des choses, et qui ne le pouvaient pas. Et ça, je l'ai vécu. J'ai même un journaliste qui avait écrit un certain nombre de choses, ça a gêné sa direction, et il se retrouvait dans une annexe du journal. Donc voilà. Alors Simon, imaginons maintenant, ça y est, on est franc-maçon. Tu nous as dit tout à l'heure, on rentre avec l'initiation en tant qu'apprenti. Une fois qu'on est à l'intérieur, on s'aperçoit qu'on a accès à tout un tas de mots, de codes, de rites, de symboles. Alors, je te propose, si tu veux bien, de t'en donner quelques-uns. Hein, on va avoir une petite discussion ensemble. Tu vas pouvoir, on va pas tous les faire évidemment, hein, mais j'aimerais que tu commentes certains d'entre eux dont on va parler maintenant. Alors, si je te dis par exemple, Simon, mon frère, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque l'appartenance à une communauté initiatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas frère de sang, mais on est un frère à un niveau qui est largement au-dessus de la relation sanguine pure. Parce qu'on peut avoir un frère ou pas et ne pas avoir de relation avec son frère de sang. Mais là, on a une relation essentielle parce qu'on a une communauté d'esprit avec un objectif. On va partager ensemble la recherche ésotérique. Et on va partager, c'est-à-dire qu'on va se donner quelque chose. On va réellement faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis spécialiste de l'histoire. Je vais amener sur un sujet quelconque ma contribution pour permettre aux autres de mieux comprendre l'évolution des idées et l'évolution de la société. Un autre sera un kabbaliste, un alchimiste, un spécialiste du nombre, de la géométrie, un philosophe, que sais-je encore. Eh bien, on met tout ça en commun. Et quand on met en commun, on constitue une communauté initiatique qui s'appelle la loge. Et là, nous sommes frères. Mais c'est à cette condition qu'on est frères. C'est pas parce qu'on se rencontre depuis 2 minutes qu'on se tape dans la main et qu'on se dit frère. Hein. Si je te dis maintenant, Simon, profane. Oui, ben on l'est tous. Hein. On l'est tous parce que on est tous venus de ce monde profane et ce monde profane n'est pas inférieur au monde maçonnique. C'est dans ce monde profane que l'on va tirer certains pour qu'ils deviennent initiés. Mais notre rôle aussi, c'est de diffuser ce que nous comprenons et notre enseignement pour que ce monde profane s'améliore. À titre individuel et strictement individuel. Le maçon s'engage, la maçonnerie ne s'engage pas. Il ne faut pas confondre, on n'est pas un parti politique. Si on était un parti politique, si on était un syndicat, on le saurait. Simon, si je te dis le chiffre 3. Alors en maçonnerie, on parle de nombre. Un nombre est un symbole. Le chiffre, alors il y a une phrase célèbre, c'est le chiffre des nombres, c'est-à-dire qu'il sert à compter, et le nombre des chiffres, c'est-à-dire qu'il donne le sens. Parce que le nombre est un symbole. Le symbole donne le sens. Donc le nombre 3, c'est la première manifestation phénoménologique de la création. C'est-à-dire que le 3, c'est père, mère, un enfant. L'enfant, c'est la première émanation. On s'aperçoit de la réussite de la création par l'enfant. Donc, c'est la première manifestation. La vie, elle s'est propulsée grâce au nombre 3. C'est pour ça que les maçons, depuis toujours, ont choisi, mais comme beaucoup d'autres sociétés initiatiques, le triangle comme emblème. Alors justement, tu lis dans mes pensées, c'est un petit peu plus subtil pour ceux qui C'est ce que je fais tous les jours. Hein. Pour tous ceux qui ne sont pas francs-maçons,
Laurent, est-ce que tu peux, s'il te plaît, sans tomber, me faire passer ce billet? Voilà. Donc, $1. je vais te faire passer, tu vois, tu as deviné, je vais te faire passer ce dollar. Si tu regardes derrière, Oui, j'en ai eu dans mes mains déjà. qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une pyramide qui nous rappelle le nombre 3 et le nombre 4. Parce que la pyramide, elle est donc triangulaire, mais à base 4. Et là, la base 4, c'est l'endroit où cette création, dont on vient de prendre conscience, va jouer sur le 4, c'est-à-dire sur le plan, sur la Terre. Notre terrain de jeu, c'est la Terre. Le maçon, son terrain de jeu, c'est la Terre. Et donc, la pyramide est vraiment l'exemple type de l'association du 3 et du 4. Ensuite, au lieu d'avoir un pyramidion en haut, il y a une volonté de montrer qu'il y a dans le triangle un œil qui correspond à la conscience. Nous, dans notre structure, nous avons opté pour autre chose que l'œil. Donc nous avons opté pour le Yod Vavé, qui a une signification ésotérique plus profonde que l'œil de la connaissance. Mais pour tous, si c'est l'éveil de la conscience, eh bien, c'est une bonne chose. Je ne suis pas sûr que ça ait toujours été le cas dans l'histoire des États-Unis. Alors, on parle des États-Unis, justement. J'ai regardé, au moment de la signature de la Constitution américaine, oui. Un tiers des 39 signataires étaient maçons. Alors, on prend les US, mais on aurait pu prendre aussi la France, tu aimes l'histoire. Les notions de liberté, égalité, fraternité étaient déjà nées dans les loges avant de devenir la devise française. Alors, il y a une vision historique qui est intéressante là-dessus, mais si je reviens à ceux qui ne connaissent pas la maçonnerie, quand une personne entend ça, quand on voit ces symboles, pyramides, œil, dollar, est-ce que ça ne devient pas quand même un petit peu difficile de contredire ceux qui pensent que la maçonnerie dirige un petit peu le monde? Mais la maçonnerie a été très influente, c'est vrai, mais on est encore une fois dans des périodes particulières. Évidemment, les maçons, c'est pas la maçonnerie qui a dirigé le monde, mais les maçons, ils se sont toujours impliqués dans la vie au quotidien, comme chef d'entreprise, comme syndicaliste, comme membre d'un parti politique, comme des élus, des gens qui sont élus partout. Bien sûr. Non, mais la différence est intéressante, ça vient des maçons. Ça ne vient pas d'une organisation qui serait sur une table ovale à 8 à dire on fait ci, on fait ça. Ça n'a jamais existé. Je comprends. Alors, on va continuer avec les symboles. Laurent va te faire passer 3 objets qui m'ont été gentiment prêtés par mes filles, sans trébucher. C'est toi qui cites. Attention, Laurent, de ne pas tomber, vous ne le voyez pas à l'écran. Alors, il y en a qui sont faciles. Tu commences. Lequel tu prends? Dis-nous un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. On commence avec quoi? L'équerre et le compas, évidemment, puisque de toute façon, c'est l'association des deux qui représente aussi un des emblèmes essentiels. Et on dit souvent que quand on se perd, on peut se retrouver entre l'équerre et le compas. Donc c'est essentiel pour nous. Forcément, puisque l'équerre, bien sûr, c'est la rectitude, mais c'est l'angle droit. Et donc, on peut, avec ça, ériger une construction. Et nous, notre but, c'est de nous construire pour aider la construction des autres. Donc, c'est un élément essentiel. Et le compas, évidemment, on dit aussi que c'est le symbole de la conscience, on écarte le plus possible les deux branches du compas. C'est notre volonté d'écarter notre champ de vision de plus en plus. On ne reste pas sur ces certitudes, on cherche à ouvrir, et on ouvre d'autant plus qu'on a de plus en plus de contacts avec d'autres personnes. Donc ces deux éléments sont les deux éléments essentiels de la maçonnerie. S'il y a bien deux symboles pour caractériser la maçonnerie, c'est bien ça. Beaucoup plus, à mon sens, que le triangle. Alors l'équerre, quand je la vois ici, je comprends donc côté vertical, côté horizontal. On parle un peu moins aide-moi en géométrie, en maths, j'étais très mauvais. J'ai toujours eu 1 ou 2. Le côté de l'équerre, on appelle? Non, j'aide pas, moi.
Vous n'êtes pas les D'accord. journalistes. Alors, on va dire la diagonale, c'est même pas une diagonale, mais le côté il n'y a personne qui va m'aider. Laurent ne me souffle rien, Simon me laisse dans la merde. Hein? L'hypoténuse. L'hypoténuse. L'hypoténuse, ouais, mais j'assume mon 1 en maths, en bac L, option italien et cirque, il n'y a pas de problème. Non, l'hypoténuse, on en parle un peu moins, mais est-ce qu'on peut voir l'hypoténuse, par exemple, comme un maçon qui a les pieds sur terre pour mettre en harmonie, on en parlera tout à l'heure, on va un peu s'envoler, hein, on ne va pas parler que de symboles et de politique. Donc en harmonie, on met sa base en harmonie dans notre vie de tous les jours, mais on essaye de regarder en l'air pour s'élever. Mais est-ce qu'on a besoin des deux? Est-ce que cette hypoténuse fait le lien entre un philosophe commerçant, par exemple? On appelle ça, voilà. C'est bon, il n'y a rien à redire à ça. Okay. Troisième objet qui va peut-être vous faire rire quand vous allez le voir, parce que c'est tout ce qu'on a trouvé, mais on sait que c'était en rapport avec notre entretien d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le reconnaissent pas bien, on va dire que c'est un... bandeau de jeune fille. Voilà. Donc, on va rester sur le bandeau. Le bandeau Simon, qu'est-ce que ça nous évoque en maçonnerie? Quelle est l'importance du bandeau? Alors, le bandeau, en maçonnerie, il n'est pas comme ça. Hein. Il n'est pas comme ça parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne voit pas quand on rentre dans la salle la première fois. Dans la procédure, dans le protocole de recrutement, il y a donc les enquêtes. Les enquêtes sont ensuite expliquées et commentées en loge. Et après, on invite le candidat à venir en loge. Et à ce moment-là, on le couvre d'un bandeau pour qu'il puisse répondre à un certain nombre de questions. Et donc, l'important, c'est qu'il ne voit pas ni le cadre dans lequel il va rentrer vraisemblablement, ni les personnes qui sont là, parce qu'il peut peut-être rencontrer son frère, son père, son cousin, son ami, alors qu'il ne savait pas leur appartenance. Ou son ennemi. Parce qu'il peut y avoir aussi un ennemi dans la loge. Et d'ailleurs, à un moment donné, on lui demandera s'il est d'accord de mettre fin à ce conflit. Okay. Et s'il s'engage, il le fait. Donc typiquement, ça peut exister. Concrètement, deux personnes qui se connaissent en dehors de la loge, inimité entre les deux personnes, est-ce qu'il y a un ennemi quelconque? On ne peut pas rentrer dans un endroit si on ne reconnaît pas tout le monde. Hein. Et si on n'est pas reconnu par tout le monde. Donc forcément, il faut résoudre le problème. Et ça existait dans l'histoire, ça existait. Le bandeau, il a une puissance extraordinaire quand on est sous le bandeau. Alors c'est vrai que c'est un peu angoissant parce que c'est pas quelque chose. Ouais, mais c'est pas une expérience que l'on va vivre tous les jours. Ouais. Par définition, c'est exceptionnel. C'est la seule fois qu'on en fera. Mais c'est très important parce que on est vraiment libéré totalement et on répond aux questions de façon libre. Ça nous libère totalement. Est-ce que tu as déjà vu des réactions un petit peu négatives? Oui. D'a priori ou même de réactions un petit peu, j'allais dire, qui sortent de l'ordinaire quand quelqu'un a un bandeau, on imagine. Il y en a qui refusent, qui l'enlèvent, Non, l'enlèvent, non, j'ai jamais vu. Mais en revanche, j'ai vu certaines personnes qui n'arrivaient plus à parler, à s'exprimer. Ça, oui. Ça peut bloquer. C'est vrai que ça peut bloquer. Mais en général, c'est l'inverse, que ça produit l'inverse. C'est-à-dire que ça libère totalement. Puisqu'on ne sait pas à qui on s'adresse, donc on parle pour soi-même. La première chose, j'allais te dire, c'est ça, de prime abord, je dirais, on enlève un sens, donc ça décuple l'écoute et la parole. Ça serait le réflexe un peu logique. Voilà, mais ça peut poser des problèmes. Mais ce n'est pas pour cela que l'on va refuser quelqu'un, parce que la personne n'arriverait pas à s'exprimer. Simon, donc on a évoqué un petit peu Dieu là tout à l'heure. Je pense qu'il est temps, si tu veux bien, d'abandonner les questions, on va dire, très pratiques, hein, dont les réponses étaient quand même, à mon avis, nécessaires pour comprendre le fonctionnement et rentrer dans la maçonnerie, qui a un certain coup d'entrée, entre guillemets, avec les rites, les codes, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on essaye de s'envoler un tout petit peu sur des sujets un petit peu plus spirituels, car après tout, tu viens de nous le dire jusqu'à présent, que la maçonnerie, c'était un petit peu ça quand même. Alors, en lisant quelques travaux pour préparer cet entretien, j'ai la sensation que la franc-maçonnerie emporte le maçon vers une certaine quête de vérité, peut-être vaine d'ailleurs, hein, ça pourrait être un autre sujet de discussion, qu'est-ce que la vérité? Mais du moins, cette quête, vous essayez de la faire à travers une introspection et une réflexion personnelle. Cette démarche, moi, elle fait écho de suite au chemin spirituel qui est religieux. Pourtant, en maçonnerie, il y a l'absence de référence à un Dieu unique ou imposé, d'ailleurs. Donc au final, on pourrait parler de la maçonnerie comme une spiritualité sans dogme,
ou peut-être d'une philosophie qui laisse un peu chacun la liberté de définir sa propre transcendance. Je ne veux pas m'écouter parler, mais je veux poser le débat de cette question. Alors, moi, c'est une conclusion que j'ai faite, qui est très personnelle, mais une question qui me paraît assez légitime, Simon. Est-ce que croire en Dieu est véritablement compatible avec une entrée en maçonnerie, Ah oui, avec ce que je viens de te dire? bien sûr. Alors d'abord, félicitations pour le développement. Alors, il faut le dire, je pense que tu pourrais rentrer en maçonnerie sans aucune difficulté avec un tel positionnement philosophique. Oui, on peut croire en Dieu. Oui, on peut ne pas croire en Dieu. C'est une évidence absolue. Mais oui, la maçonnerie est une religion pour deux raisons essentielles. Ce n'est pas une église. On parle de religion. Donc, oui, la maçonnerie est une religion dans l'esprit parce qu'elle relie les hommes. Et parce qu'elle permet à tous et à chacun de pouvoir relire les textes. Donc là, oui, nous sommes une religion. Mais on n'est pas une église. Donc on n'a pas de dogme, on n'a pas d'obligation. Et puis comment peut-on avoir la volonté de libérer quelqu'un avec des oukases, des interdits? Ça n'existe pas. Mais alors comment vous Ce avez n'est pas coupé un peu possible. avec, toi qui aimes l'histoire, comment vous avez coupé un peu avec cette, la maçonnerie et la religion ont une histoire un petit peu chaotique ou compliquée quand même. Ça n'a pas été de suite... Non, non, ça n'a pas été compliqué et chaotique. Quand on est au XVIIIe siècle, on baigne dans la religion chrétienne. Et il y a eu de nombreux maçons, prêtres, Ok. évêques. Il y a même des traces dans de nombreuses églises et de nombreuses cathédrales. Donc un maçon n'était pas persécuté il y a 200 ans par l'Église, dans le sens où c'était pas forcément déjà incompatible à l'époque. D'ailleurs, l'Église n'a jamais persécuté, elle a excommunié les francs-maçons, ce qui n'est pas la même chose. Excommunication est décidée à Rome et répétée un certain nombre de fois, tellement souvent qu'on se demande si certains papes n'avaient pas grand-chose d'autre à faire que Voilà, donc s'attaquer on aux ne pouvait pas francs-maçons. être maçon et aller à l'église. Il y avait quand même cette période-là à exister. Sauf en France. Ok. En Angleterre, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que l'Angleterre a pris de la distance historiquement et de façon très importante. Ils ont créé une église particulière, l'anglicanisme, et donc ils se sont séparés de Rome. Et la France n'a jamais entériné juridiquement la décision de la papauté. Et donc, par définition, ça n'a jamais été réellement appliqué en France. Deuxième conclusion que je me suis faite, au travers des valeurs maçonniques, il y a une certaine idée selon laquelle vous contribueriez à un monde, on va dire, plus éclairé, au travers de votre quête personnelle. Alors si on peut retenir cette notion d'éclairage et de lumière, qui est, je crois, une valeur aussi maçonnique. Alors on parle souvent du temple en maçonnerie, et j'ai trouvé une certaine métaphore qui inviterait chaque maçon à construire son équilibre intérieur, un petit peu à mettre son temple en harmonie, donc la base de l'équerre dont on parlait tout à l'heure. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à d'autres développements personnels, c'est que cette quête d'harmonie dans son temple intérieur n'est pas faite forcément pour soi, mais au contraire pour transformer sa propre harmonie en une pierre, on va dire, un petit peu essentielle à l'édifice commun de l'humanité. Alors, c'est une belle pensée que de vouloir une société éclairée. J'espère avoir bien retranscrit déjà ce que j'ai lu. Mais comment passe-t-on de l'idéal à l'action? C'est-à-dire que concrètement, comment cette contribution, elle se traduit au quotidien pour un maçon avec cette idée? L'étape essentielle, c'est d'abord de s'améliorer soi. Donc prendre conscience de qui on est, prendre conscience de ce que l'on veut vivre, prendre conscience de ce que l'on veut devenir, prendre conscience de sa propre mission. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis né et pourquoi je suis ici? Quelle est ma responsabilité? Et quand on a... Et la loge, elle est là pour ça. Elle est vraiment constituée pour ça, par son équilibre, par sa sérénité, par les échanges énergétiques qui se passent à l'intérieur de la loge, parce que chacun a une position bien particulière, etc. Par tout ça, petit à petit, parce que contrairement à ce que l'on peut imaginer, et on peut revenir à certains hommes politiques
Si on ne vient pas en loge régulièrement, il n'y a aucune chance qu'on réussisse cette étape-là. La présence est essentielle. La maçonnerie, ce n'est pas un 60 mètres qu'on court. C'est une succession de marathons. Et il faut accepter de courir les marathons. Si on n'a pas envie de courir des marathons en maçonnerie, si on veut tout de suite, et dans ce monde-là, nous n'avons pas notre place. C'est impossible. On ne peut pas appuyer sur un bouton et dire je veux telle définition à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle peut répondre ce qu'elle veut, mais en tout cas, ça ne pénétrera pas à l'intérieur de nous. Il faut que ça pénètre, il faut que ça infuse lentement. Et donc, il faut des années et des années. Et quand, effectivement, nous pouvons dire nous avons une certaine compréhension de ce que l'on veut faire, alors, et parce qu'il y a d'autres frères et sœurs autour, il y a une chose essentielle, ce qu'on appelle la conversion du regard en maçonnerie. Ça veut dire que c'est dans le regard de l'autre qu'on s'aperçoit de son propre cheminement. C'est l'autre qui est notre juge. C'est l'autre qui va faire qu'on va prendre conscience de soi. Et c'est par cette alchimie un peu particulière que petit à petit, on peut se dire, bon, ben, je peux faire ceci, je peux faire cela, etc. Par exemple, moi, plusieurs fois dans ma vie, on m'a proposé de devenir homme politique, j'ai toujours refusé. Parce que je savais que ce n'était pas mon domaine. Je ne suis pas quelqu'un qui négocie facilement ses convictions. Moi, t'es pas politique. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, quand il y a eu tout ce remue-ménage au sein du Grand Orient de France, énormément de frères m'ont fait ce cadeau merveilleux en me disant « Toi, tu n'es pas un politique ». Comme une critique, bien sûr. Et moi, je prenais ça comme vraiment une médaille. Un pain béni. Je ne suis pas un politique. Quête de vérité, amélioration de soi, contribution à l'humanité. Une fois qu'on regarde un petit peu ces valeurs, moi, je me dis que ces idéaux sont incontestablement nobles. Hein, ça serait compliqué de dire le contraire. Du moins si on veut une société un peu plus éclairée. Mais alors, si c'est si bon pour l'humanité, pourquoi la maçonnerie est entourée d'autant de mystères ? Pourquoi ne pas en parler, j'allais dire, plus ouvertement, comme on fait ce matin ? Pourquoi ne pas se présenter même, hein ? On peut imaginer un peu de prosélytisme en disant, voilà, je suis maçon, est-ce que ça vous dit ? Pourquoi ces secrets, ce mystère autour, si c'était si bon pour l'humanité ? Parce qu'on a l'impression du monde extérieur, des profanes, hein, comme tu les appelles, que c'est quand même entouré de secrets. Il y a un peu de tout. Il y a eu une période de l'histoire de la maçonnerie, de l'évolution de la maçonnerie, où ce n'était pas secret du tout. Hein. Je veux dire, okay. Les bâtisseurs qui travaillaient dans un village au fin fond de l'Écosse, ils étaient membres de la loge. La loge, elle existait à côté de la construction qu'ils étaient en train de réaliser. Et donc tous les gens savaient pertinemment qu'un tel était tailleur de pierre et était membre de cette confrérie. Il n'y avait pas tellement de secret. Puis petit à petit, au XVIIIe siècle en France, majoritairement, ce sont quand même des savants qui étaient francs-maçons, des chercheurs ou des cherchants, puis des nobles. Il y avait énormément de nobles en maçonnerie et énormément de prêtres. Donc, il n'y avait pas ce souci. Il y a eu le souci, à un moment donné, par la présence d'un certain nombre de concepts un peu extrémistes en politique, et aussi le solde du combat qu'il y a eu à la fin du XIXe siècle pour la libération de l'État par rapport à l'Église catholique, apostolique et romaine. J'allais te demander si la guerre, la Deuxième Guerre mondiale aussi, où les francs-maçons, à un moment, faisaient partie aussi d'une catégorie de personnes plus persécutées que moins. Est-ce qu'on devait se cacher aussi? C'est la seule période où vraiment, j'allais y venir, mais c'est la seule période où il y a eu vraiment, il y avait danger de devenir franc-maçon. D'ailleurs, le nombre de francs-maçons avant la guerre et le nombre de francs-maçons après, il y a un écart monstrueux. Enfin, en France, hein, je parle. Hein. Et bien entendu, tous ne sont pas morts. Il ne faut pas exagérer. Donc, il y a eu des démissions en masse. Hein, et c'était dangereux. Il
ne faut jamais oublier que Pétain prend la décision d'attaquer les sociétés secrètes avant de faire la loi contre les Juifs. Hein. Ils ont commencé par ça, là, de loin, ce qui a permis à eux à éliminer un certain nombre de francs-maçons qui étaient fonctionnaires, qui avaient des responsabilités, etc. Là, oui, c'était dangereux. Mais ça a été la seule période où véritablement le combat avec la religion catholique, apostolique et romaine se base sur des idées philosophiques. Il n'y a eu jamais il y a eu des agressions physiques. Il n'y a jamais eu, de la part de cette religion, ce danger-là. Ça n'a jamais existé. Le combat a existé, mais sur le plan des idées. Il y avait une question de pouvoir, où on libérait le pouvoir, où on continuait à avoir un pouvoir qui était manipulé par une religion. Le tout, c'est qu'on s'en souvienne pour ne pas retomber dans la même travers et que demain, on ne soit pas obligé de combattre d'autres religions. Est-ce que ce secret dont je parle, est-ce qu'il n'est pas aussi entretenu par certains maçons, puisqu'on a quand même, en tant qu'humain, on fait partie de quelque chose, vous en faites pas partie. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que j'ai l'impression, statutairement, on appartient à quelque chose quand on sait quelque chose que les hommes ne savent pas. Mais l'homme est homme, donc il est imparfait, donc forcément, de temps à autre, il peut être amené à vouloir montrer qu'il est supérieur à des copains, des amis, des relations, bien sûr. Et à diffuser un faux message au final, de dire... Ça, pour diffuser des faux messages, il y en a. J'ai même dit à un journaliste un jour que je pouvais écrire les mensonges sur la maçonnerie en 8 volumes. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. On va aborder désormais un terme central en franc-maçonnerie, la mort. Elle y occupe une place symbolique majeure, mais je trouve avec une particularité fascinante, toujours en la regardant un petit peu de l'extérieur, le maçon, je ne pense pas que ce soit une erreur de dire que le maçon vit 2 morts. La première, c'est une mort symbolique lors de son initiation, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. On comprend qu'il meurt un petit peu de sa vie profane, hein, quand on a attaqué les termes dont on a expliqué la définition tout à l'heure, pour renaître en tant qu'initié. Donc c'est ce passage qui fait de lui un franc-maçon. Je meurs de ma vie profane pour renaître. D'ailleurs, c'est ce que vous employez comme terme. Vous renaissez, vous ne naissez pas. Et ensuite, il y a, comme tout un chacun, hein, le maçon reste un humain, il y a sa mort physique. Mais avec le temps, et j'allais dire les vieux maçons, donc sans te faire insulte, tu vas nous expliquer ce qu'il en est. J'ai l'impression que cette mort physique est reléguée quasiment au second plan par ton expérience ou votre expérience transformatrice de l'initié. Donc la question que j'ai, c'est que est-ce que cette confrontation symbolique à la mort que vous avez quand même, qu'on peut vivre très jeune, hein, à 30 ans, 40 ans quand on entre en maçonnerie, est-ce qu'elle modifie ton rapport ou le rapport du maçon à sa propre finitude, à sa propre mort? Oui et non. Ça dépend des conceptions, les conceptions philosophiques que l'on peut avoir par rapport à ça, ou religieuses que l'on peut avoir. Quand on est athée, comme je le suis profondément, hein, même si je me considère comme un athée spiritualiste, hein, c'est pas antinomique, bien au contraire. Parce que je ne vis sans aucun dogme, sans aucun interdit. Donc je peux aller chercher partout pour aller y compris le dogme du laïcart qui, lui, est bien sûr, bien sûr, évidemment, que j'ai combattu au sein du Grand Orient de France. Hein. Ça, c'est évident. Mais un athée, il ne va pas se poser cette question, il va vivre. Le tout, c'est qu'il prenne conscience que la vie, ce n'est pas suffisant. Et la maçonnerie, ça n'apprend pas aux francs-maçons seulement la vie. Parce que la vie, elle ne vient pas de nous. Elle nous est donnée. Nous la recevons. C'est un bien extraordinaire. À nous de transformer cette vie en existence. Donc, en rendre utile cette vie. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si nous n'existons pas, et la maçonnerie nous transforme petit à petit en vivant. On renaît, on est, l'initiation, c'est ce qu'on dit, hein, c'est naître à nouveau. Donc on est à nouveau, mais pour exister. Sinon, c'est pour simplement naître et consommer et seulement se satisfaire des séries de télévision ou des jeux vidéo. Donc c'est pas que la maçonnerie t'apprend pas forcément à mieux mourir, mais à mieux vivre et à en faire une existence. C'est ce que tu es en train de dire. Mais à mieux mourir aussi. De toute façon, dans le processus initiatique, il y a plusieurs initiations, plusieurs réceptions, ça dépend des conceptions.
Et régulièrement, en fait, on simule quelque part une forme de mort. On a des morts à plusieurs niveaux. Et donc, on meurt effectivement, on simule on joue en quelque sorte. Et donc, on arrive petit à petit à se débarrasser de ces angoisses, On apprend quelque chose de simple que toutes les sociétés initiatiques antiques connaissaient parfaitement. La vie et la mort, c'est indissoluble. On ne peut pas les disjoindre. Ça ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On meurt à tous les instants. À chaque instant, on meurt. Il y a un combat entre la mort et la vie. Donc ce n'est pas la mort et la vie l'essentiel, c'est l'existence. Et nous, on apprend à exister. Donc la mort, on sait que ça va arriver. Et en plus, apprendre, je rebondis sur ce que tu dis, vous apprenez à exister, ce qui peut réveiller une question qui est un petit peu contre-intuitive, où on se pose souvent la question « qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Mais cette existence vous apprend peut-être aussi à vous dire « mais qu'est-ce qu'il y avait avant la vie ?» Ça, c'est obligatoire. Hein. Et notre recherche de l'origine, c'est fondamental chez nous. Ça, c'est fondamental. Et ça déplace le focus. L'origine dans tous les sens du terme. C'est-à-dire d'où on vient, évidemment, mais de notre histoire. L'histoire de notre civilisation, l'histoire du cosmos. On n'est pas un être n'importe où, on est dans notre cosmos. Et tout ça, c'est un élément essentiel. On a des champs d'études infinis. Infinis. Moi, j'ai 48 ans de maçonnerie, mais je le dis en plaisantant souvent, mais je ne fais que commencer. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Tous les jours. Tu dis, tu ne fais que commencer. On sait, je vois bien le symbole dans ce que tu dis, mais si on prend vraiment au niveau, j'allais dire, matériel, le fait de commencer, il faut quand même des années pour arriver à ce que tu es. Donc en gros, est-ce que c'est vrai la conclusion, on rentre quand même pas en maçonnerie à 70 ans, 75 ans, enfin, c'est un peu moi, j'ai initié un frère à 77 ans. Au sein du je crois comprendre que les apprentis sont de plus en plus âgés par rapport à leur chef. Mais du coup, il y a un schisme avec le temps qu'ils ont et qu'il leur reste pour faire ce chemin. Ça dépend combien d'années on vit. En général, c'est 80, 85, 90, 95, mais ça ne va pas jusqu'à 130. Moi, ce frère que j'ai initié, il avait 77 ans. Et hasard, hein, parce que moi je ne le connaissais pas. Hein, j'ai initié parce que j'étais vénérable maître de ma loge à ce temps-là. Il est mort à 105 ans. Ça veut dire 30 ans, à peu près 30 ans de chemin. Il a eu le temps de comprendre et qu'il pouvait s'améliorer bien avant de mourir. Simon, on arrive. C'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Simon, on arrive à la fin de notre entretien. Alors, avant qu'on se quitte, j'ai 2 petites questions à te poser. Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais aimé répondre ? Plus d'une, mais peut-être, mais laquelle tu choisis ? Moi, je pense que notre conversation pourrait continuer réellement sur le plan historique pur. Parce que souvent, il y a énormément d'informations qui sont diffusées sur Internet notamment, hein, et les profanes ne savent pas réellement. Et l'histoire de la maçonnerie, c'est une histoire très très longue, bien plus que ce qu'on peut imaginer, et qui est l'histoire de l'homme, en quelque sorte, et de son évolution. La maçonnerie a évolué en même temps que l'homme et que la civilisation. Alors bien sûr, dans notre Méditerranée, dans les îles anglo-saxonnes et toutes les dépendances, mais il y a matière à bien comprendre la philosophie de la maçonnerie au travers de son histoire. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur le plan de la recherche historique, parce que je ne veux pas diffuser des mensonges. Or, les mensonges, sur le plan historique, il y en a beaucoup. Si je te demande, la maçonnerie, elle a commencé en quelle année ? Tu vas me dire ? Je vais te dire que tu lis dans ma pensée. Je n'ai absolument pas abordé le thème historique. Je n'ai pas réussi à mettre le doigt sur le début de la franc-maçonnerie. Eh bien voilà. Donc, et pourtant, elle existe. Et pourtant, on a bossé. Et pourtant, ça existe. Parce que chaque obédience va raconter son histoire. Parce que chaque personne va raconter son histoire, ce qu'il a appris, ce qu'il a lu, etc. Quand on discute avec, par exemple, des frères qui sont dans
la mouvance anglo-saxonne, ils vont dire que c'est en 1717 à Londres. Ils ne disent pas Westminster, mais c'est la loge de Londres et de Westminster. Hein. Donc c'est quand même un carré hein, à Londres. L'endroit où ça s'est créé, ça fait 24 mètres carrés. Parce qu'on est allé regarder quand même sur le cadastre. 24 mètres carrés. Dans 24 mètres carrés, c'est difficile de mettre de mettre 3 loges. Etc., etc. On peut se poser des questions quand même. Donc, voilà, il faut faire le tri, mais en fait, c'est une évolution. Voilà. C'est pour ça que, si tu veux, si vous avez un jour envie, mais il faut le préparer différemment, il faut travailler différemment. Parce qu'il faut quand même des documents, là. Ouais. Simon, chez Tempovita, on adore voyager dans le temps. Tu me l'as dit au tout début de cet entretien. Alors, si je te proposais une machine à remonter le temps, est-ce qu'il y a un moment, une décision ou même une occasion manquée dans ton parcours maçonnique qui te ferait dire aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, je ferais différemment? Non. Rien. Aucune expérience n'est à rejeter et on apprend surtout des pires. Donc chaque fois que ça a été un peu dramatique, j'ai un caractère où je rebondis, je m'arrête rarement à une situation. J'ai perdu de l'argent dans mes affaires, j'en ai gagné, voilà, ça fait partie de la vie. Quand on est chef d'entreprise, on sait qu'on risque ça. Et sur le plan maçonnique, c'est pareil. Quand on a bien compris que la vie est une succession de séparations, on vit beaucoup mieux. Parce qu'on ne s'arrête pas à la séparation, on va chercher d'autres rencontres. Et c'est la nouvelle rencontre qui nous apprend beaucoup. Et on avance comme ça, sans aucune difficulté. Moi, je ne regrette rien. Même si ça m'a coûté cher à certains moments. Simon, merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Tempovita est présent sur Apple Podcast et Spotify. Vous retrouverez tous les liens en description. Vous pouvez aussi partager directement votre avis ici en commentaire ou venir échanger avec l'équipe Tempovita sur nos réseaux sociaux.